Au milieu de l'agitation de la ville et de la lueur des néons, le jeune et frêle Yuji se demande s'il est un voyageur temporel. Il regarda le miroir comme un avertissement concernant le surmenage et la calvitie précoce qui se présentait devant lui. Il a réagi frénétiquement après avoir vu l'avertissement. Un autre avertissement apparaît indiquant que le miroir peut se briser s'il est enfoncé dans le coin inférieur droit, invitant Yuji à vérifier. Il réalisa que se concentrer sur quelque chose révélait ses secrets, faisant allusion à un code de triche en or pour le voyage dans le temps. Il hésita à appuyer dessus, son doigt restant à quelques centimètres du miroir. Puis un homme entra pour utiliser l'évier. Yuji s'écarta, puis l'avertit de ne pas appuyer sur le coin inférieur droit du miroir. Il sortit des toilettes, laissant l'homme perplexe. Le bruit du verre brisé suivi de la voix surprise de l'homme confirma la fiabilité de l'avertissement pour Yuji. Alors qu'il passait devant les convives, des fenêtres d'avertissement se sont ouvertes. Il était heureux que la reine du campus ait avoué son amour à un orphelin comme lui, marquant leur premier rendez-vous aujourd'hui. Les yeux de Yuji s'écarquillèrent à la vue de Hana, sa jolie petite amie. Des fenêtres d'avertissement apparaissent alors qu'elle se concentre sur elle. C'était une zombie blessée et affamée. Apprenant cela, Yuji s'enfuit rapidement. Il paniquait, apparemment fatigué et à bout de souffle alors qu'il se tenait devant le miroir brisé. Il voit son reflet effrayé dans ces morceaux de miroir brisés. Une fenêtre d'avertissement est apparue, l'avertissant d'un danger immédiat. Il présentait un simulateur de survie et lui demandait s'il était prêt à plonger. La fenêtre expliquait que les mécanismes du simulateur de survie l'avaient intrigué. Malgré la confusion, il accepta rapidement d'entrer. La fenêtre bougea, le surprenant. La simulation commença et révéla que la petite amie de Yuji était un zombie. Paniqué, il s'est précipité aux toilettes pour appeler la police. Le remarquant, Hana le suivit, atteignant la porte juste au moment où il raccrochait précipitamment l'appel. Yuji choisit de jouer le jeu et retourna à leur place pour terminer le repas. Après avoir quitté le restaurant, elle a suggéré de s'enregistrer dans un hôtel. Il hésita mais accepta. Ils sont arrivés, ont réservé une chambre, puis ont rencontré sa disparition. Yuji a rejeté la simulation comme peu fiable, mais a quand même appelé les flics. Soudain, Hana se tenait derrière lui d'un air menaçant, alors que la peur s'insinuait dans la prédiction du simulateur qui pourrait être vraie. Il se tourna maladroitement vers elle et essaya de trouver des excuses. Les bras croisés sur sa poitrine, Hana a dit qu'elle était là pour le surveiller car il était parti trop longtemps. Yuji se sentit si petit lorsqu'il réalisa que ce serait sa fin s'il ne trouvait pas une bonne excuse. Portant une drôle de tête, il a plaisanté en disant que le miroir s'était brisé à cause de sa beauté écrasante. Hana eut un visage aigre en rétorquant. Elle a ensuite tenu la main de Yuji et l'a poussé à manger. Alors qu'il s'asseyait à table, il soupira de soulagement, réalisant que c'était un coup dur. Hana l'a joyeusement invité à sortir avec elle car elle avait faim. La sueur coulait sur son visage. Il réalisa nerveusement que chaque plat qu'elle avait commandé contenait du sang. Hana grignota joyeusement un bol de sang de canard soyeux et exhorta Yuji à manger. Il secoua la tête, affirmant qu'il n'avait pas faim. Hana fronça les sourcils, remarquant qu'il avait agi différemment depuis son retour des toilettes. Dans son esprit, Yuji justifiait son malaise après tout. Il savait qu'Hana était un zombie. Elle a continué à manger joyeusement. Elle rôta alors qu'il quittait le restaurant, le surprenant que les zombies rotent aussi. Anxieux, il se demandait si elle était réellement un zombie qui se régalait d'humains. Hana soupira puis, avec un regard mignon, suggéra qu'il s'installe dans un hôtel pour la nuit. Yuji se figea de peur, se souvenant de la prédiction de sa mort par la simulation. Avec une expression dangereusement mignonne, Hana l'a invité dans un hôtel. L'ennemi était trop rusé. Yuji réalisa nerveusement qu'il serait mort sans l'avertissement de la simulation. Il vérifia la fenêtre et vit que le simulateur était en phase de recharge, ce qui l'incita à caler pour le moment. Souriant, il suggéra d'abord une promenade décontractée. Hana lui serra les bras avec enthousiasme alors qu'elle acceptait. Yuji l'a amené au stand de nourriture et l'a invité à tout essayer. Tenant un tas de nourriture, a plaisanté Hana, « Est-ce que tu essayes de m'engraisser et de me vendre ?» Yuji sourit et répondit d'un ton espiègle qu'il ne voulait tout simplement pas que quelqu'un la vole. En réalité, il espérait que les collations la rassasieraient pour réduire ses chances d'être mangée. Comme s'il était un bon petit ami, il a demandé à Hana d'ouvrir la bouche pour pouvoir la nourrir. Elle ouvrit docilement la bouche et grignota gentiment la nourriture. Yuji ne pouvait pas résister à sa gentillesse. Il lui tendit les mains pour l'écraser. Mais ensuite, Hana lui lança un regard perçant, l'effrayant. Elle a demandé sans aucune idée ce qui n'allait pas, ce à quoi il n'a rien répondu. Ils se promenèrent à travers les étals, Hana tenant joyeusement sa nourriture tandis que Yuji les suivait. Finalement, le simulateur s'est refroidi.
Il regarda nerveusement Hana qui mangeait joyeusement ses brochettes. Il ferma les yeux, contemplant la situation. 3 fenêtres de talent sont apparues, une liée à la nourriture, une autre apparemment à propos de s'assaisonner comme nourriture, et la dernière de la carte IP. Yuji soupira face à ses talents inutiles et poursuivit la simulation. La simulation le montrait errant dans les rues en offrant de la nourriture à Hana. Après avoir mangé, elle a de nouveau suggéré de réserver un hôtel. Craignant pour sa vie, il a refusé. Au lieu de cela, ils ont convenu de retourner au campus à vélo. En arrivant, ils faisaient leurs adieux près de la porte de l'école jusqu'à ce que Yuji l'entende soudainement crier à l'aide. En se retournant, il vit Hana entourée de voyous. Choisissant de l'ignorer, il s'éloigna seulement pour qu'elle montre ses crocs et le traite d'imbécile. Il est mort une fois de plus. Yuji gémit. Elle aurait pu facilement maîtriser les voyous en tant que zombie. En analysant la simulation, Yuji réalisa qu'il devait soit éviter complètement les voyous, soit ne jamais tenter de s'enfuir s'il les rencontrait. Il jeta un coup d'œil à Hana, se demandant s'il devait continuer leur dangereuse histoire d'amour. Mais il a endurci son cœur, restant ferme et prêt à affronter tous les défis qui l'attendaient. Il ferma les yeux alors qu'il envisageait une approche différente. Cette fois, il a acquis du talent, le remplissant d'enthousiasme. Il lui caressa le menton et regarda Hana, la laissant confuse. Elle a ensuite demandé gentiment pourquoi Yuji la regardait comme ça. Avec une expression sérieuse, il répondit qu'il était simplement curieux de connaître la structure biologique d'une fille. Hana semblait encore plus confuse. Yuji a alors fait remarquer que les filles devaient avoir 4 estomacs puisqu'elle avait encore faim après avoir mangé autant de nourriture de rue. Hana fit la moue et affirma que les collations ne comptaient pas comme de la vraie nourriture. Il ressemblait à un joli couple en train de s'amuser. Yuji lui tapota doucement la tête et lui demanda de retourner à l'école. Hana portait une fois de plus son joli visage, puis suggéra de ne pas y retourner ce soir. Elle a tiré sa chemise et a dit qu'il y avait un hôtel à proximité. Yuji ne semblait pas savoir comment répondre. Soudain, cela lui vint à l'esprit. L'hôtel n'était pas censé être ouvert et tout cela n'était qu'un piège. Il ferma les yeux et sourit. Puis il a invité Hana dans un endroit plus excitant. Il agita les mains en l'appelant joyeusement. L'humeur d'Hana a changé. Son visage devint très sérieux, alors qu'elle pensait qu'il n'était pas différent de ces imbéciles répugnants et qu'elle pourrait aussi bien le dévorer. Le visage d'Hana s'assombrit tandis que le malaise s'installait au lieu de la joie. Mais ensuite elle fut surprise lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit amusant dont parlait Yuji. Il souriait de bon cœur alors qu'il se tenait devant un cybercafé, laissant Hana apparemment déçue. Il lui montra du doigt le cybercafé et lui demanda si elle y était déjà allée. Hana semblait désespérée, mais ensuite Yuji lui prit la main avec enthousiasme et la tira à l'intérieur. À la réception du café, ils ont demandé aux commerçants de leur installer 2 machines. Ils leur proposent d'aller dans la zone D3 puisqu'ils recherchent un endroit calme. Hana semblait ennuyée alors qu'il avait l'air très heureux. Le commerçant avait l'air perplexe alors qu'il se préparait à y passer toute la nuit. Hana était tellement en colère qu'elle avait envie de mordre quelqu'un à ce moment-là. Yuji lui a alors demandé si elle était intéressée à jouer à un jeu, ce à quoi elle a répondu qu'elle ne jouait pas. Il a mis ses écouteurs, lui suggérant de le regarder jouer à la place. Yuji jouait joyeusement, tandis que Hana avait l'air complètement désespérée. Elle soupira lourdement en se retournant. Un air triomphant traversa son visage alors qu'il réussissait à s'en sortir. Hana était tellement en colère qu'elle voulait l'écraser. Ses yeux détournèrent brusquement leur regard. Puis elle se leva pour prendre quelque chose à boire. Hana se détourna et partit. Il paniqua en entendant la voix d'Hana. Il sortit et suivit Hana. Sa voix venait d'une ruelle étroite et faiblement éclairée. Yuji vint balayer à côté de lui, le ramassa et en cassa le bout. Il serra fermement son arme tandis qu'Hana continuait d'appeler à l'aide. Coincée contre le mur par un voyou, elle l'a appelé par son nom. De l'entrée de l'allée, Yuji sortit et ordonna de laisser partir la jeune fille. Les voyous le regardaient alors qu'ils encerclaient la salle de danse en détresse. Elle semblait touchée que Yuji soit venu la sauver. Une fenêtre d'avertissement s'est ouverte, révélant que l'homme au visage foulard était un trafiquant de drogue. Mais Yuji semblait imperturbable même après avoir réalisé qu'il se trouvait face à un véritable salaud. 2 des crétins ricanaient alors qu'ils s'avançaient vers lui, se moquant de sa tentative de jouer le héros. Le crétin aux dents de lapin eut un sourire narquois, disant que Yuji était juste leur genre. Il devint troublé lorsqu'il réalisa que les crétins n'étaient que des marionnettes sous le contrôle d'Hana. Hana rougit. Qui aurait cru qu'elle avait un penchant secret pour ce genre de choses ? Yuji adopta une position de combat, prêt à tester sa nouvelle compétence. Rabbit Teeth était surpris que Yuji puisse se battre. Avant qu'il ne puisse réagir, le bâton de Yuji l'envoya au sol avec la bouche écumante.
L'homme chauve en débardeur s'est préparé à se battre, mais a également été touché par le bâton de Yuji directement au visage. Yuji fit tourner son bâton alors que ses ennemis tombaient. Il prit une pose menaçante, faisant tressaillir le dernier voyou alors qu'il fouillait dans sa chemise. C'était un couteau. Les yeux d'Hana étaient pleins d'impatience. Le voyou a fait tournoyer son couteau avec des mouvements flashy, essayant d'intimider celui qui n'est pas impressionné. Le voyou bondit et hurla de douleur tandis que le coup de pied de Yuji atterrissait directement sur son aine. Ses futurs projets familiaux ont été brouillés et l'homme a saisi ses joyaux de la couronne brisée. Il fit finalement face à Scarface puis se frappa sans effort l'arrière de la tête, l'envoyant s'écraser au sol. Hana était ravie que Yuji l'ait sauvé. Yuji lui tapota la tête d'un air espiègle et elle gonfla ses joues avant de gémir gentiment. Mais il se détourna immédiatement, déroutant Hana. Il grimaça en marmonnant à propos de son crâne d'acier, tandis que Hana le suivait joyeusement. Il a sorti son téléphone, puis elle a demandé si elle pouvait consulter l'historique de ses discussions. Yuji leva la main d'un air espiègle et défia la petite Hana de l'attraper. Hana a poursuivi sa jolie tentative d'arracher le téléphone. Elle sursauta et enroula ses jambes autour des hanches de Yuji alors qu'elle essayait d'attraper le téléphone. Ils étaient troublés lorsqu'ils réalisaient la position inconfortable dans laquelle ils s'étaient mis. Yuji soupira, tendant son téléphone alors qu'Hana le prenait à contre-cœur. Tous deux rougirent lorsque Yuji dit qu'il était juste en train de jouer avec Hana plus tôt et lui permit d'explorer son téléphone. Elle sourit à ce geste de sa part. Se grattant la tête, Yuji ferma les yeux et lança une autre simulation. 3 talents sont apparus, n'obtenant jamais de coquille vide, réalisant des coupes nettes d'un seul coup et disposant d'un câble de chargement incassable. Il rit à quel point ils étaient étrangement pratiques. D'après la simulation, les flics sont arrivés après s'être occupés des voyous. Il a révélé l'identité du trafiquant de drogue et lui et Hana ont été retenus comme témoins clés. Cependant, pendant le trajet chaotique, il s'est accidentellement penché vers une policière, ce qui a amené Hana à le prendre pour un pervers. La simulation s'est terminée une fois de plus par sa mort. Yuji pleurait de frustration, se sentant désespérée face aux conséquences tragiques répétées. Elle leva les yeux et demanda ce qui n'allait pas, mais sa gentillesse était trop pour lui. Secouant la tête, il se rappela que tout cela n'était qu'une illusion. Il a ensuite demandé son téléphone, sachant que les flics allaient bientôt arriver. Hana lui a demandé d'un ton taquin s'il avait nettoyé son téléphone, notant l'absence de tout contact féminin en dehors de sa famille. Yuji se vantait de l'attendre. Après tout, elle n'aurait aucune chance s'il avait d'autres femmes dans les parages. Il lui pinça les joues d'un air espiègle, incitant Hana à riposter, mais il attrapa ses mains et les plaça contre son visage avec un sourire. Elle était troublée par son geste. Changeant de sujet, Yuji lui rappela qu'ils avaient des affaires en suspens. Il a de nouveau assommé les voyous inconscients, s'assurant qu'aucun ne puisse s'échapper. Après avoir vérifié son téléphone, il fut soulagé qu'Hana n'ait pas fouillé l'historique de son navigateur. Cela aurait été la fin pour lui. À ce moment-là, un bip retentit et 2 voitures de police arrivèrent. L'un des policiers s'est avancé et a demandé si c'était eux qui avaient appelé. Yuji regarda la femme, amusé que Hana soit sérieusement jalouse de quelqu'un de son âge. Il a tout expliqué aux flics, tandis qu'un officier était surpris que Yuji les ait abattus seul. Il a admis avoir utilisé un bâton et les avoir laissés vérifier la scène pendant qu'ils prenaient des notes. La femme a confirmé leur récit, notant qu'un voyou avait reçu un coup sévère sous la ceinture. Un autre officier leur a demandé d'attendre et Yuji en a profité pour lancer une autre simulation. 3 fenêtres sont alors apparues et lui ont accordé 5 tentatives supplémentaires ainsi que la maîtrise du talent de lancer. Il gémit, tenant les épaules de Hana, se plaignant d'avoir passé la nuit à la gare lors de leur premier rendez-vous. Hana rougit, faisant la moue en réalisant que c'était vraiment leur premier rendez-vous. La police a confirmé l'innocence de Yuji et Hana et a apprécié l'indice qu'il a fourni. Cependant, ils avaient encore besoin d'une déclaration officielle à la gare. Yuji hésita, craignant que le résultat de la simulation ne se réalise. Il a refusé et a demandé à faire ses déclarations demain. La policière a accepté et a pris leurs pièces d'identité et leurs coordonnées. Alors que la police partait, Yuji réalisa l'importance de porter une pièce d'identité pour les enregistrements à l'hôtel et d'autres situations. Pendant ce temps, Hana s'était endormie alors qu'elle était accroupie contre le mur. Il a secrètement pris une photo, trouvant sa forme endormie absolument adorable. Se penchant, il murmura doucement pour la réveiller. Hana bougea, clignant des yeux d'un air endormi tandis que Yuji l'acclamait. En voyant son visage de trop près, elle rougit encore. Yuji annonça qu'ils avaient fini ici et qu'ils devaient conclure. Il lui a alors dit qu'il réservait une chambre d'hôtel, son régal. Hana parut déçue lorsqu'il lui demanda de réserver une chambre d'hôtel. Elle hésita.
Allait-elle vraiment le dévorer? Elle le suivit silencieusement, se demandant si elle devait l'assommer et s'échapper ou prendre une petite gorgée de son sang. Yuji remarqua son silence et la rassura en lui disant qu'elle devait simplement suivre son exemple. Embarrassée, Hana a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas peur. Un réceptionniste endormi de l'hôtel les accueillit. Yuji suggéra de rester dans un endroit sympa puisque c'était leur premier rendez-vous, faisant rougir Hana. Elle a timidement accepté, mais il était fauché et lui a demandé sans vergogne de couvrir les frais. Hana fut surprise. Elle soupira et dit qu'elle le couvrirait cette fois. S'exclama Yuji et commanda immédiatement 2 luxueuses chambres king size. Le coût global était de 656 yuan, ce qui a surpris Hana. Dans leur chambre, Yuji lui souhaita joyeusement bonne nuit et ferma sa porte, laissant Hana dehors, fulminante et énervée. Elle entra dans sa chambre, puis sauta sur le lit et enfouit son visage dans l'oreiller. Frustrée, elle l'a jeté contre le mur. Elle soupira, ennuyée de ne pas l'avoir fait tomber. Pendant ce temps, Yuji était allongé dans son lit, admirant une photo endormie de Hana qu'il avait prise plus tôt. Il soupira. Sachant que sa crise était loin d'être terminée, il a lancé une autre simulation. 3 talents sont apparus, la maîtrise des expressions, des mains à droite et avoir un ami félin. Il a choisi des mains à droite. La simulation montrait Hana se faufilant dans sa chambre pour l'observer. Avant qu'elle n'agisse, une femme du bureau de gestion des anomalies apparaîtrait exposant Hana comme un zombie. Prenant Yuji pour étant sous son contrôle, elle le coincerait. Hana faisait alors irruption et comprenait mal la scène. Elle attaquera la femme alors que Yuji tente de s'échapper. Mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, il sera découvert par Hana, ce qui entraînera finalement sa mort. Yuji trouve cette simulation absurde. Il était furieux que même les petits événements conduisent toujours à des fins exagérées. Il réfléchit aux choses qu'il devait éviter, comme l'incompréhension d'Hana et sa tentative de s'éclipser. Yuji s'allongea sur le lit, frustré de ne pouvoir rien faire face à l'agitation qui s'ensuivit. Il a tenu son téléphone, puis a effectué d'autres simulations. Chacune de ces simulations s'est soldée par sa disparition. Il réalisa que Hana ne retrouverait son calme que si elle le tuait personnellement. De quel genre de rancune s'agissait-il? Au moment où il perdait espoir, un nouveau talent apparut, ayant le cœur du bon côté. Avec cela, il peut enfin éviter une mort certaine. Il se résolut, prêt à affronter Hana une fois de plus. Une fenêtre est apparue alors qu'il démarrait une autre simulation. Cette fois, il le poignarderait mais s'enfuirait lorsque le bureau des démons arriverait et l'emmènerait. Grâce à son nouveau talent, il survivrait. La simulation a réussi et l'a récompensé par 5 tentatives supplémentaires. Enfin, il y a une issue pour lui. Avec cela, il a passé en revue sa liste croissante de talents, trouvant enfin un moyen de survivre. Alors que Yuji était au téléphone, il entendit un bip à la porte. Il l'ouvrit et reçut la livraison du personnel de l'hôtel, un nouvel ensemble de vêtements pour remplacer les siens en désordre. Après s'être changé, il s'est allongé sur son lit et a décidé d'exécuter davantage de simulations. Il a acquis un nouveau talent, le matraque, lui permettant d'étourdir les ennemis avec une attaque sournoise. Dans la simulation, Hana est finalement partie alors qu'il était emmené au bureau des démons. Ce fut une réussite, qui lui valut 5 tentatives de simulation supplémentaires. Réalisant que trop réfléchir était inutile, il décida de suivre le plan et de dormir. À minuit, Yuji dormit profondément. Pendant ce temps, Hana s'était faufilée dans sa chambre et l'avait observé en silence. Elle lui tapota la joue pour vérifier s'il dormait vraiment, puis grimpa sur le lit, s'asseyant à côté de lui. Yuji restait immobile, son cou exposé comme une proie vulnérable. Hana rougit à cette vue. Soudain, il bougea, serrant sa jambe gauche dans son sommeil. Troublée, elle cria frénétiquement, mais il resta endormi. En luttant, elle finit par se libérer et sortit du lit. Au moment où elle s'éloignait, on frappa à la porte. Anticipant cela, Yuji ouvrit les yeux, se leva et se prépara à répondre. À côté se tenait Suzu, une fille aux cheveux courts, vêtue d'un uniforme impeccable avec une épée dans le dos. Yuji ouvrit la porte mais la renvoya rapidement, disant qu'il n'avait pas besoin de services spéciaux. Suzu était ennuyée. Cette fois, elle frappa fort. Lorsque Yuji ouvrit la porte tout aussi irrité, il lui dit qu'il n'achetait rien. Avant qu'il ait pu le fermer, elle le bloqua avec son pied. Suzu a précisé qu'elle faisait partie du bureau des démons et qu'elle était au milieu d'une enquête. Yuji regarda ses informations d'identification, puis referma la porte, la traitant de cosplayeuse. Perdant patience, Suzu frappa violemment la porte. Le bruit parvint à Hana dans la pièce voisine. Curieuse, elle sortit et vit Suzu exiger furieusement que Yuji s'ouvre. Suzu donna encore un coup de pied, forçant la porte à s'ouvrir et effrayant Yuji.
Hana reconnut Suzu, tandis que cette dernière l'a reconnue également alors que Yuji paniquait. Les yeux d'Hana brillaient pourpre alors qu'elle montrait ses crosses, ses griffes acérées dépassant. Suzu dégaina immédiatement son épée. Hana se précipita, mais Suzu bloqua avec sa lame. Yuji essaya d'intervenir, mais les deux filles lui dirent de reculer. Décidant de ne pas discuter, il tira ses affaires vers la porte et s'enfuit furtivement. Les yeux de Suzu brûlèrent d'intensité, puis elle déclencha une rafale de coups d'épée. Hana, cependant, avait l'air navrée de le voir s'enfuir. Elle marmonna qu'ils méritaient tous de mourir, mais Yuji n'avait pas réellement fui. Il revint pour aider Hana. Hana se tourna, surprise, tandis que Suzu remarqua que son aura s'affaiblissait. Ensuite, Yuji jeta une bouteille de riz gluant. Suzu frappa Midair, libérant une odeur nauséabonde. Elle eut un haut le cœur, maintenant recouverte de riz gluant. Furieuse, elle demanda à savoir ce que faisait Yuji. Il lui a simplement dit de ne pas blesser Hana, les choquant tous les deux. Du riz éclaboussa le visage d'Hana. Elle avait l'air blessée, mais savait que Yuji ignorait qu'elle était un zombie. Tenant une canette, il appuya sur le bouton de l'ascenseur. Il s'est couvert le nez en ouvrant la canette. Il l'a ensuite jetée. Avec un sourire méchant, il déclara qu'il était temps que le monde souffre. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, le contenu révoltant des canettes s'est répandu sur le sol. L'odeur était si insupportable que Suzu et Hana arrêtèrent de se battre et acceptèrent de s'enfuir. Dans le hall, le réceptionniste de l'hôtel a observé la situation grâce aux caméras de sécurité. Yuji est arrivé au rez-de-chaussée par ascenseur. La réceptionniste, inquiète, demande ce qui se passe. Yuji leur assura que tout allait bien pour le moment, mais les avertit qu'ils devaient évacuer avant que les deux personnes à l'étage ne sautent. Le réceptionniste était incrédule, mais Yuji s'éloigna, laissant seulement un avertissement. Le verre se brisa lorsque Hana et Suzu sautèrent par la fenêtre, atterrissant juste devant Yuji. Hana lui a dit de l'accompagner, mais Suzu a balancé son épée, refusant de la laisser chasser les humains. Attrapant Yuji par le col, Suzu insista pour qu'il reste avec elle pour survivre. Elle s'enfuit en le portant, laissant Hana furieuse. Ses yeux brillèrent de rouge alors qu'elle demandait à Suzu de rendre Yuji. Pendant que Suzu le portait, Yuji essaya d'expliquer le malentendu. Suzu était énervé, pensant qu'il était ensorcelé. Elle lui a donné une coupure de main sur le cou, sa vision s'est brouillée avant qu'il ne s'effondre. Suzu se tenait grande, l'épée à la main, respirant la menace. En voyant Yuji blessé, Hana était furieuse, ce qui lui a rappelé un être cher perdu. Son aura a changé à mesure qu'elle devenait folle, des cornes et des griffes émergeant, des larmes coulant de ses yeux, injectées de sang. Elle se jeta sur Suzu, qui balança son épée en réponse. Hana avait ses vêtements déchirés, mais restait imperturbable. Elle attaque Suzu, ce que cette dernière parvient à bloquer. Mais Hana était dans une colère imparable. Elle déclencha une rafale de coups, repoussant Suzu. À les tenter, Suzu reconnut la force d'Hana. Hana dégageait une immense énergie alors qu'elle restait immobile. Ce n'est que dans de rares circonstances que quelqu'un perdrait le contrôle, ce qui rendrait l'état d'Hana alarmant. Elle a libéré de fortes vagues d'énergie, détruisant sans effort l'hôtel qu'il venait de quitter, provoquant une panique massive. La réceptionniste, reconnaissante de leur évasion opportune, se retourna sous le choc. Hana chargea à nouveau, visant le visage de Suzu qu'elle bloqua avec son épée. Mais cela ne dérangeait pas Hana. Elle déclencha une attaque écrasante qui brisa son épée. Suzu tomba alors que Hana la surplombait, l'énergie montant dans sa main levée pour une attaque finale. Soudain, un éclair d'énergie traversa et frappa le dos d'Hana. C'était d'un renard blanc nommé Foxy qui soupirait d'être encore en retard. Suzu, luttant pour se relever, demanda si Foxy n'était pas parti avec le vieux maître. Foxy révéla une assiette de jade, révélant qu'elle avait été envoyée par le vieux maître pour arrêter le combat. À cette vue, Hana grimaça de douleur. Foxy a prévenu que si elle quittait Berserk, Hana détruirait la ville. Suzu a demandé comment la réveiller. Foxy a dit que l'assommer devrait faire l'affaire, mais a admis que c'était impossible à leur niveau actuel. Suzu n'était pas d'accord et a dit que Foxy pouvait le faire, mais le renard a insisté pour dire non. Hana attaqua à nouveau, tranchant avec une énergie coupante. Suzu et Foxy ont été envoyés voler, stupéfaites par sa puissance accrue. Puis, à leur grande surprise, Yuji se tenait devant eux, tenant un marteau-jouet. Souriant, il le souleva et prit la pose, activant son talent de matraque. Suzu était déconcerté, se demandant ce qu'il faisait avec ce jouet. Alors qu'Hana chargeait, le marteau devenait massif, crépitant d'électricité. La folle furieuse Hana se tourna vers elle, puis sauta immédiatement. Yuji le balança, lui frappant la tête. Pendant un moment, il sembla que son attaque ne fonctionnait pas. Foxy était sidéré par l'audace de Yuji. Hana a vu des étoiles après le coup de Yuji, puis s'est effondrée dans ses bras. Suzu et Foxy étaient stupéfaites, se demandant comment il l'avait assommé si facilement.
Pendant que Suzu surveillait Hana, Foxy examinait le marteau de Yuji. Repérant une ouverture, Yuji frappa Suzu à la tête. Elle a perdu connaissance. Foxy resta bouche bée, tandis que Yuji sourit en disant que c'était une revanche pour plus tôt. Hana bougea, mais Yuji l'assomma à nouveau avant qu'elle ne puisse se réveiller complètement. Désormais avachie contre un mur, elle avait froid. Il se tourna vers Foxy, qui le regardait avec méfiance. Il a levé son marteau, disant qu'il s'évanouirait à cause de l'abus de ses pouvoirs. Avant que Foxy ne puisse répondre, il se frappa bêtement à la tête, le laissant tomber froid au sol. S'exclama Foxy en réalisant qu'elle était là pour semer le désordre. Quelques instants plus tard, Hana se réveilla. Elle se tourna vers Foxy et lui demanda ce qui s'était passé. Nerveuse, Foxy a expliqué qu'elle était devenue folle. Hana se tendit, inquiète que Yuji se soit laissé prendre dans son déchaînement. Foxy lui assura qu'il allait bien, juste épuisé d'avoir utilisé ses pouvoirs pour la ramener. Elle a ensuite demandé si Yuji n'était pas la proie que Hana avait choisie. Hana écarta la question, soulevant Yuji dans ses bras. Foxy s'y est opposée, disant qu'elle ne pouvait pas simplement l'emmener. Le regard noir d'Hana la fit tressaillir alors qu'elle ajouta précipitamment que c'était l'ordre du vieil homme. En lançant à Hana l'assiette Ja, elle expliqua qu'une fois ces mystères résolus, elle pourrait prendre Yuji. Hana l'a examiné, puis a averti Foxy de dire au vieil homme qu'elle détruirait sa tempe s'il la contrariait. Elle a ensuite remis à Foxy un talisman en forme de croc, lui demandant de le donner à Yuji et de prendre soin de lui. Foxy le regardait fixement, tandis que Hana ajoutait qu'elle la retirerait en cas de non-conformité. Le renard resta perplexe face à l'inquiétude inhabituelle d'Hana. Alors que Hana partait, Yuji ramassa soudainement le talisman, surprenant le renard blanc. Elle a demandé si elle ne s'était pas évanouie tout le temps. Yuji houssa les épaules, disant que ce n'était pas étrange de se réveiller après s'être évanouie. Mais Foxy était sceptique, pensant qu'il s'était réveillé précisément au moment idéal. Yuji lui a alors demandé de ne pas dire à Suzu qu'il s'était réveillé. Sans avertissement, il s'est encore frappé. Foxy l'a rattrapé au milieu de la chute, gémissant qu'Hana la tuerait s'il était blessé. Peu de temps après, Suzu s'est réveillée en toussant. Remarquant qu'Hana était partie, elle demanda ce qui s'était passé. Foxy a expliqué qu'elle était partie sur décision du vieux maître. Suzu soupira, remarquant qu'Hana ne faisait que l'écouter. Puis elle remarqua Yuji inconscient et se demanda s'il l'avait assommé. Foxy a nerveusement trouvé des excuses, disant qu'il venait de réveiller ses pouvoirs et qu'il s'était évanoui à cause d'une utilisation excessive. Agacée mais déterminée, Suzu décida d'emmener Yuji au bureau des démons. Elle l'a porté jusqu'à la voiture. Pendant ce temps, dans un immeuble luxueux et chic, deux hommes âgés sirotaient du thé, tandis que celui en kimono notait que Hana se libérait enfin de sa malédiction passée. L'homme au visage cicatrisé n'était pas d'accord, doutant que Yuji soit un bon parti pour elle. L'aîné en kimono rit, révélant qu'il avait fait une bonne aventure sur Yuji pour découvrir qu'il ne pouvait pas voir son avenir. Intrigué, il ordonna à Yuji d'être emmené au bureau des démons. Plus tard, au bureau, Suzu a essayé de persuader Yuji de se joindre au groupe. Assis avec arrogance, il a souligné que de telles organisations étaient censées être secrètes. Suzu a précisé qu'il s'agissait d'une agence gouvernementale transparente qui ne se cachait que du citoyen moyen. Elle a également révélé qu'il possédait les connaissances et les ressources de cultivation les plus étendues de toute la Chine. Yuji sourit narquoisement. S'y rejoindre signifiait devenir plus fort. Alors il en faisait partie. Yuji feuilleta soigneusement le contrat et numérisa chaque page. Sa principale priorité était de devenir plus fort et de percer les nombreux secrets du monde. Mais avant de finaliser quoi que ce soit, il lui fallait des réponses à quelques questions importantes. Suzu l'a encouragé à demander, ce à quoi il s'est immédiatement renseigné sur la rémunération et les avantages. Suzu fut surprise car elle ne s'attendait pas à ce qu'il se préoccupe de questions aussi matérielles. Yuji répondit seulement avec une expression espiègle, imperturbable par sa réaction. Frustré, Suzu a claqué ses mains sur la table, puis a demandé s'il voulait vraiment signer. À sa grande surprise, il a révélé qu'il avait déjà signé le contrat. Observant l'échange, Foxy nota que Karma l'avait finalement rattrapé. Après la signature du contrat, elle lui a dit qu'il était libre de partir. Suzu a donné une pièce d'identité à Yuji et lui a dit de se présenter le lendemain matin pour sa tâche. Elle a ensuite dit à Foxy de donner à Yuji une bonne introduction au monde surnaturel. Suzu a ensuite jeté quelques papiers à Foxy, lui assignant un essai de réflexion personnelle de 100 pour avoir détruit le système de la base la dernière fois. Foxy a protesté, qualifiant la tâche de déraisonnable et non de nouveau concours. Impassible, Suzu révéla un talisman en forme de croc, menaçant subtilement Foxy de se conformer. Le renard enragé bondit, lui demandant de rendre le talisman. Suzu essayait de raisonner quand Foxy vola rapidement le talisman.
Elle prit une expression moqueuse, puis la tint triomphale en demandant à Suzu ce qu'elle avait. Elle était stupéfaite et se demandait comment elle avait réussi à le prendre avec autant de facilité. Alors que Yuji observait leur pitrerie, il examina distraitement le talisman que Hana lui avait donné, réalisant sa signification. Pendant ce temps, Foxy se perchait sur son épaule, taquinant toujours Suzu alors qu'elle leur faisait signe de partir. Avant de sortir, Yuji hésita et se tourna vers Suzu. Elle a demandé quel est le problème. Il a souligné que son uniforme sentait nettement le poisson. Suzu renifla, vérifiant par elle-même. Réalisant qu'elle sent effectivement mauvais, elle devient visiblement embarrassée et blâme Yuji. Yuji et Foxy sont ensuite partis, le renard espiègle se moquant de Suzu. Les deux sont finalement arrivés au premier hôpital vétérinaire de la ville de Geikuwa. Curieux, il a demandé à Foxy si elle appartenait au clan des chats. Offensé, Foxy a rétorqué et l'a comparé, lui et sa famille, à des souris. Mais avant que Yuji ne puisse répondre, une autre voix l'interrompit. Une fille ressemblant à une souris avec une coiffure inhabituelle a entendu Foxy et a exigé des excuses. Lui et Foxy se tenaient face à face contre la fille souris. En y regardant de plus près, Yuji remarqua qu'elle était une souris autruche qui pensait à tort qu'elle n'était qu'une souris ordinaire. Il la trouvait plutôt unique. Foxy, peu impressionné, congédia froidement la jeune fille et lui dit de partir. La fille aux souris était intimidée. Yuji a remarqué le talent d'intimidation de Foxy alors que la jeune fille s'enfuyait en larmes. Yuji examina Foxy, déclenchant une fenêtre qui la révéla comme une créature mystérieuse et intelligente. Elle n'était pas seulement un renard qui parlait, mais une bête légendaire possédant un vaste arsenal de capacités mystérieuses. Perplexe, Yuji se demanda ce que le vieil homme avait en tête en lui confiant Foxy. Alors qu'il continuait à marcher, Yuji se retrouva parmi la foule à un passage piéton. Inquiet, Yuji écouta Foxy lui assurer qu'elle était invisible, donnant l'impression qu'il était juste en communication. Sur le lieu de l'affrontement d'hier, tout était normal. Foxy a déclaré que les souvenirs avaient probablement été effacés. Yuji pensait qu'il était le seul à se souvenir encore de ce qui s'était passé. Finalement, ils atteignirent la chambre d'hôtel de Yuji. Dès son entrée, il s'effondra sur le lit, épuisé. Foxy remarqua quelque chose à côté d'elle et demanda ce que c'était, mais Yuji, trop fatigué pour expliquer, lui dit simplement de ne pas le toucher avant de s'endormir. Quelques instants plus tard, un cri frénétique le réveilla en sursaut. Foxy était emmêlée dans un tas de fils, incapable de se libérer. Yuji, coupant les brins avec incrédulité, se demanda comment elle pouvait détruire des bâtiments tout en se débattant avec de simples fils. Frustrée, Foxy a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas tout gâcher, sinon il n'y aurait plus rien avec quoi jouer. En bâillant, il attira l'attention sur la situation féline de Foxy avant de lui suggérer de manger. Soudain, Yuji fut alarmé. Plusieurs fenêtres d'avertissement sont alors apparues, indiquant un danger imminent qui le menaçait. Yuji fut déconcerté par ces avertissements soudains, réalisant qu'il était à nouveau en danger. Foxy le remarqua et lui demanda ce qui n'allait pas. Yuji s'excusa en lui demandant de patienter une seconde. Il ferma ensuite les yeux et commença la simulation. Il a vu qu'après avoir obtenu de la nourriture, une attaque invisible s'est sortie de nulle part et a blessé Foxy, entraînant finalement leur mort. Il a demandé pourquoi cela devait se terminer ainsi. Il commença à analyser la simulation, mais ne parvint pas à relier les indices. En vérifiant la carte, il a identifié 2 endroits suspects le long de leur parcours. Il a également remarqué que les 2 sorties étaient complètement fermées le long du trajet aller-retour. Il s'est alors rendu compte que le danger avait dû apparaître après leur départ du barbecue. Foxy a mentionné avec désinvolture que le barbecue était géré par un esprit oiseau. Yuji a demandé s'ils se connaissaient, ce à quoi elle a répondu oui. Yuji a rejeté le propriétaire du barbecue comme étant sans rapport avec l'attaque. Une fenêtre de talent est apparue, lui accordant une capacité de lame cachée, le réconfortant grâce à son incroyable fonction. Il a ensuite exécuté une autre simulation. Cette fois, en entrant dans l'allée, une puissante entité maudite les tua, entraînant un nouvel échec. Réalisant qu'il s'agissait d'une anomalie au-delà des capacités de Foxy, Yuji se tourna vers Foxy. Il lui a ensuite posé des questions sur les reliques fantômes, ce à quoi elle a expliqué que des agents de terrain les manipulaient. Yuji a conclu que les agents de terrain sont ceux qui s'occupent des anomalies surnaturelles. Foxy a décrit les anomalies comme des êtres cosmiques intouchables, causant des destructions et des dommages. Elle a également mentionné qu'il faut soit tenir bon, soit fuir face à une anomalie.
Yuji était surpris que rester sur ses positions soit même une option, en supposant que les entités étaient invincibles. Foxy a ensuite révélé que les combattre nécessitait un ancrage. Elle a expliqué que l'ancrage rendait les entités observables, révélant leur véritable forme. Il en a ensuite déduit que Foxy et Hana étaient des anomalies ancrées, l'ancrage s'apparentant à la révélation de leur barre de santé. Foxy a dit qu'il avait raison, mais a déclaré avec assurance que seul un génie comme elle pouvait y parvenir. Yuji semblait sceptique quant à ses affirmations vantardes, alors Foxy a sorti son pinceau et son papier pour faire une démonstration. Alors qu'elle commençait à s'ancrer, elle a expliqué que les entités sont peut-être intouchables, mais qu'elles laissent des traces dans l'environnement. En un rien de temps, elle termina son rapide dessin de Yuji et le révéla. Yuji semblait sarcastique en faisant l'éloge du dessin de Foxy. Elle a expliqué que les anomalies doivent être constatées pour être ancrées, avec la technologie moderne facilitant le processus. Elle s'enquit d'un réseau de suivi des reliques, ce qu'elle confirma, même si elle trouva son intérêt soudain suspect. Niant tous ses soupçons, Yuji ferma les yeux pour lancer des simulations. Windows est apparu, puis 3 simulations ont été exécutées, 2 d'entre elles ont échoué, mais une lui a valu des tentatives supplémentaires. Déterminé, il a invité Foxy à manger et à attraper une anomalie en chemin. Foxy a posé des questions sur l'emplacement de l'anomalie et le contenu du sac de Yuji, mais il a seulement souri, refusant de répondre. Le traitant d'enfant, elle le suivit dans une ruelle faiblement éclairée. Alors qu'il se tenait devant la sinistre ruelle, Foxy ne sentit rien d'inhabituel. En vérifiant l'heure sur son téléphone, Yuji savait que les ennuis étaient proches. Il lui a demandé d'installer un piège à souris sur la visionneuse. Foxy semblait sceptique à ce sujet. Yuji sortit un rouleau de ruban adhésif, puis le dispersa au hasard. Confuse, Foxy a demandé s'il suivait l'anomalie avec des objets aléatoires. Laissant tomber un jouet grinçant, il l'invita à rester silencieuse et à bouger rapidement. Elle gémit, doutant que les objets puissent aider contre l'entité maudite. Yuji attendait avec impatience, disant que le moment était venu. Jusqu'à présent, Foxy n'avait toujours aucune idée de ce qui se passait. Puis Yuji tendit les mains et pointa vers l'avant. Une énergie menaçante et maléfique a été émise par la ruelle sombre, effrayant Foxy alors qu'elle reculait et criait. Lui et Foxy restèrent figés alors qu'une entité menaçante émergeait de l'allée, mais Yuji sortit rapidement un camion jouet télécommandé, puis y attacha un jouet en peluche qui lui ressemblait étrangement. Outré, Foxy l'accusa de se moquer d'elle, mais Yuji insista sur le fait que c'était une coïncidence. Contrôlant le camion, il l'envoya dans l'allée où il fut instantanément déchiré avec le jouet en peluche. Foxy réalisa alors que Yuji déduisait la forme de la créature à partir des objets détruits. Il a continué à dessiner, révélant qu'il est sur le point d'ancrer définitivement cette mystérieuse créature. Lorsqu'il eut terminé, le dessin révélait un chat noir à fourrure se léchant les pattes. Foxy fut surprise que Yuji le finisse facilement. Pendant ce temps, Suzu était allongé sur son canapé, pleurnichant et épuisé par la chasse aux monstres. Son téléphone sonna. C'était Yuji qui appelait. Elle le ramassa paresseusement et répondit pour se redresser en apprenant qu'ils avaient rencontré une entité maudite. Apprenant que Yuji avait déjà esquissé la forme de la créature, elle proposa de la publier sur Anchor Network. Elle était curieuse de connaître sa ressemblance. Suzu ouvrit un message de Yuji. Déconcerté, Suzu regarda le dessin de la créature. L'ancrage nécessitait généralement une équipe, mais Yuji le faisait seul. Suzu monta alors dans sa voiture et se précipita. De retour dans l'allée, Yuji en prit note tandis que Suzu lui disait qu'il serait prêt en un rien de temps. Pendant ce temps, Foxy essayait toujours de vérifier l'exactitude de Yuji. Sceptique, elle lui a demandé s'il avait réellement déduit cela, ce qu'il a confirmé avec assurance. Alors qu'il avançait, elle paniqua, l'avertissant que l'entité était une bête territoriale. Yuji resta imperturbable et continua de marcher. Foxy a dit qu'elle devra répondre à Hana si quelque chose de grave lui arrivait, mais il l'a simplement rassurée en lui disant qu'il ne mourrait pas. Alors que Yuji regardait dans la ruelle sombre, un esprit émergea. Foxy a expliqué que l'ancrage reposait sur la force spirituelle, façonnant la forme de l'entité pour qu'elle corresponde à la vision du pratiquant. Peu à peu, la créature s'est matérialisée. C'était exactement comme Yuji l'avait dessiné, un renard noir et poilu. Foxy a demandé pourquoi la créature ne bougeait pas. À ce moment-là, Suzu arriva, expliquant qu'il n'avait pas terminé la 3e étape, nommer l'entité. Foxy a demandé si un nom fonctionnerait et a suggéré de manière ludique un gros chat à fourrure noire à griffes de cristal super invincible. Suzu haussa les épaules, disant que tout allait bien, mais prévint que le nom était important. Aucune entité ne voudrait être qualifiée de petite souris laide et problématique, ce qui a offensé Foxy.
Suzu regarda avec incrédulité alors que Foxy, autrefois indiscipliné, écoutait maintenant docilement Yuji. Caressant son menton, Yuji nomma l'entité Shadow Knight Spirit Cat, déclenchant sa rage alors qu'elle déclenchait une poussée d'énergie. Suzu leva son épée, avertissant qu'elle retrouverait sa mobilité après avoir été nommée. Elle chargea en avant, mais marcha accidentellement sur un jouet grinçant. Le jouet grinçant rugit, surprenant le chat noir. Il trébucha et renversa une bouteille d'eau. Surprise, il s'est enfui rapidement, mais a ensuite trébuché sur un fil, provoquant le chaos. Alors que la fumée du chaos se dissipait, le chat était emmêlé dans le fil. Étonné, Foxy réalisa que Yuji avait tout prévu. Yuji se vantait d'avoir effectivement tout planifié. Foxy leva les yeux, seulement pour repérer d'autres pièges au-dessus, la laissant sourire, impuissante. L'entité s'est déplacée avec précaution, mais a trébuché sur un bâton. Surpris, il bondit et atterrit face première sur un piège à souris sur la visionneuse. Le chat noir dégringola, luttant pour retirer le piège. Foxy et Suji restèrent figés, étonnés par la précision des pièges de Yuji, le traitant de prodige. Yuji vérifia sa fenêtre de talent, révélant sa capacité, l'ombre furtive. Mais alors qu'il était debout, Yuji semblait vulnérable, le dos exposé. Foxy lui a dit de faire attention et l'a averti que des entités maudites pouvaient toujours lui faire du mal, même en étant invisibles. Soudain, l'image de Yuji se brisa. Suzu n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Yuji leva sa batte en bois, frappant le visage de l'entité et l'assommant. Tenant la créature inconsciente, il lui demanda quoi faire ensuite. Surprise, Suzu a déclaré que les agents du bureau étaient en route avec des dispositifs de confinement. En attendant, Yuji jouait sur son téléphone, attirant l'intérêt de Foxy. Elle voulait essayer, mais détenait l'entité. Elle le lança à Suzu, puis attrapa le téléphone pendant que Yuji l'encourageait. Suzu, qui porte désormais le chat noir, se plaint de l'attitude de Foxy. Pendant ce temps, les agents Kao et Zao ont été avertis par Suzu pour leur retard. En arrivant dans l'allée, Kao jeta un coup d'œil dehors, puis ouvrit la porte. Zao a dit que Suzu et Foxy s'affrontaient toujours. Suzu, agacé, leur dit de se dépêcher. Kao, apportant le dispositif de retenue, a présenté une excuse concernant la circulation, mais Suzu ne l'a pas acheté. Zao a dit qu'ils auraient emprunté la route spéciale si c'était urgent. Il s'est présenté à Yuji en tant que salle et à Kao en tant que maître de formation. Il leur serra la main, puis leur demanda comment capturer les démons. Kao regarda Foxy, la mettant mal à l'aise. Yuji l'a prise dans ses bras comme une enfant et lui a demandé de comprendre. Kao a activé le dispositif de retenue, enfermant le chat noir à l'intérieur. Il se vantait qu'il avait l'air défraîchi, mais qu'il était savamment conçu avec des formations pour discipliner même les créatures têtues. Il pourrait réduire la taille et la puissance des monstres, et a la capacité de supprimer les anomalies et les praticiens. Yuji pensa à Hana, se demandant si cela pouvait retenir les pratiquants. Il a ensuite levé les mains en l'air et expliqué le mécanisme de l'appareil. Zhao a dit à Yuji de monter dans la voiture, qualifiant cela de chance de découvrir le nouveau trajet du bureau. Foxy se percha sur l'épaule de Yuji, le poussant à bouger. Ils arrivèrent au garage du bureau, rempli de véhicules privés. À l'intérieur, une femme chat et un homme en costume les saluèrent. Kao s'est vanté que la base de Geokyo City était la plus solide, même si elle n'était pas la plus grande. Zhao est intervenu, mentionnant leur responsabilité de maintenir les ressources dont dispose leur base. Il a également ajouté que les petites bases étaient souvent appréciées pour ce qu'elles contenaient. Yuji admirait les lieux qu'ils visitaient. En un rien de temps, ils sortirent de la voiture. Ils arrivèrent finalement au quartier d'habitation des 5 escouades d'action. La première équipe était la centrale électrique, une unité d'élite de suppression des démons. L'équipe 2 patrouillait a patrouillé dans la montagne. L'équipe 4 a géré des conflits surnaturels. L'équipe 5 a géré la défense de la base et fabriqué du matériel. Zhao a déclaré que l'équipe 3 était une touche-à-tout, gérant toutes sortes d'incidents. Suzu ouvrit la porte, disant que Yuji était censé commencer demain, mais qu'il pourrait tout aussi bien commencer maintenant. Excité, Yuji a demandé si cela signifiait un salaire supplémentaire. Suzu sourit, disant qu'il le pouvait, s'il était toujours debout après les formalités d'embarquement. Suzu sourit et invita Yuji au terrain d'entraînement. Dans la salle de sport, Yuji a sauté sur le tapis roulant. Suzu a réglé la vitesse à 999 pour le test d'endurance et de vitesse. C'était trop rapide pour que Yuji se débatte. Déçu, Suzu a noté qu'il n'y avait rien de spécial dans ses statistiques lorsqu'il s'est effondré. Suzu sourit et mentionna d'autres tests alors que Yuji réalisait qu'elle cherchait à se venger.
Elle suggéra d'abord un test de combat car le test mental était trop épuisant. Yuji a accepté de commencer le test de combat Kaozao et Foxy a regardé depuis un moniteur, impressionné que Yuji ait accepté un combat avec Suzu. Foxy a noté ses compétences et a dit qu'il pourrait avoir une chance de vaincre Suzu. Elle a également ajouté que perdre n'avait pas d'importance puisqu'il n'était qu'une personne ordinaire auparavant. Suzu a proposé un combat simulé ou en champ ouvert. Yuji a choisi la simulation. Suzu attrapa son épée et demanda quelle arme Yuji avait demandé des briques. Elle était confuse, alors il a juste demandé une épée cette fois. Suzu lui lança une épée en bois. Le combat commença alors que Suzu chargeait en avant. Yuji se tourna et courut, cria Suzu, surprise par son geste apparemment lâche. Soudain, une brique lui vola à la tête, mais elle parvint à esquiver. Une autre brique vola, elle l'a coupée, mais des débris lui ont heurté le visage. Yuji saisit cette opportunité et se précipita à l'intérieur, tous les yeux restant fermés. Pourtant, elle l'a contré et l'a désarmé, souriant avec confiance car elle estimait que c'était désespéré pour lui. Mais 3 briques volèrent à nouveau et lui frappèrent le visage. Yuji leva la main pour en lancer une autre, mais elle la bloqua avec son épée. Cependant, il lui a plutôt frappé la main, lui faisant lâcher son arme. Kaozao et Foxy admiraient la stratégie de Yuji. Il a joué avec Suzu en train de jeter une brique dans une boîte de sardines. Furieuse, elle déclencha un coup de pied dévastateur alors qu'elle l'appelait furieusement assez. Elle se tenait debout alors qu'elle déclarait sa perte, donnant à Yuji l'impression que c'était vraiment sa défaite. Elle partit se changer et appela Mumu pour préparer le prochain examen. Mumu a immédiatement obéi. Elle se tenait devant Yuji, masquée, et se présentait comme un esprit souris qui contrôlait les plantes. Yuji l'a reconnue comme étant celle d'hier. Troublée, Mu a souligné sa vision surhumaine, étant capable de la reconnaître même lorsqu'elle s'habillait. Elle le suivit ensuite et exprima son admiration à Yuji pour avoir troublé Suzu. Elle lui a demandé de lui apprendre afin qu'elle puisse aussi battre Suzu pour avoir obtenu les caméras. Regarder Suzu était sans voix, alors qu'elle continuait à parler de la battre. Elle appuya sur un bouton disant qu'elle s'entraînerait avec Mumu. La souris a paniqué. Yuji rit, assurant que Suzu ne la tuerait pas. Mumu était toujours inquiet alors qu'ils entraient dans la salle de test mental. À l'intérieur, Yuji vit un appareil qui ressemblait à une chaise électrique. L'anxiété s'est glissée alors qu'il sifflait. Mumu le taquina en reconnaissant que cela ressemblait effectivement à une chaise électrique. Foxy éclata de rire et réclama avec enthousiasme des outils de torture. Suzu soupira, déçu, et ordonna une refonte de l'appareil. Yuji se retrouva attaché, demandant frénétiquement à Mumu si c'était un test de volonté. Mumu sourit, expliquant que cela déclenche des illusions. Yuji, apparemment désespéré. Mumu lui a demandé comment il se sentait lorsqu'elle appuyait sur l'interrupteur. Yuji a dit qu'il pouvait s'en sortir. Mumu l'a mise en garde contre les nausées et a augmenté la puissance, tandis que Yuji a levé le pouce en retour. Elle poussa le joystick pour démarrer le test. Sortant son téléphone, elle commença à enregistrer, en s'attendant à ce qu'il fasse quelque chose d'embarrassant. Dans l'esprit de Yuji, une fine lumière apparut. En l'atteignant, il entra dans un vide rempli de minuscules fragments de lumière. Une lumière vive éclata, révélant ses parents. Soudain, une main l'attrapa par derrière. C'était Hana en robe de mariée, lui demandant avec colère s'il se retirait du mariage. Yuji était troublé par ce qu'il voyait. Une fenêtre d'avertissement est alors apparue alors que Yuji se demandait si elle prévoyait toujours de le dévorer après le mariage. La simulation les montrait mariés, se remémorant leur lune de miel. Hana est tombée enceinte et Yuji l'a soulevée avec joie pour ensuite être réprimandée par ses parents. Bientôt, ils eurent un petit garçon en bonne santé vivant dans le bonheur. C'est alors qu'une silhouette menaçante apparut. Une lumière dorée engloutit tout tandis que Yuji cherchait ses parents. Il se retrouve alors dans un endroit désolé. Des zombies errent avec de nombreux cadavres éparpillés au sol. Soudain, quelque chose de pointu l'a poignardé par derrière. Il est mort et Hana l'a tenu dans ses bras alors qu'elle pleurait désespérément. Ensuite, il a vu Hana et leurs enfants l'accueillir chaleureusement. Elle lui fit un câlin chaleureux et serré avant qu'il ne se retrouve à nouveau seul dans le vide. Pendant que Yuji était assis sur la chaise, son talisman de Hana brillait. Pendant ce temps, dans un endroit reculé, Hana rougit en méditant. Il s'avère qu'elle peut voir les pensées de Yuji et en est gênée. Mais son expression devint sérieuse, rappelant la silhouette menaçante de la cape que Yuji avait vue. Yuji se réveilla, sans voix, alors qu'il retirait l'appareil. Mumu était choquée. Son score de force mentale était 10 fois supérieur à la moyenne. Cependant, elle soupira de déception. Yuji a demandé pourquoi. Il s'avère que Mumu n'a rien enregistré d'embarrassant puisqu'il avait l'air à moitié endormi tout le temps. Elle a montré l'enregistrement alors que Yuji était mal à l'aise lorsqu'il réalisait qu'elle visait ses secrets.
Suzu a été surprise et a félicité Yuji pour avoir marqué un 300 en force mentale. Elle a loué sa résilience mentale et a présenté le test de compétences spéciales en s'interrogeant sur ses talents uniques. En toute confiance, Yuji révéla sa maîtrise du coup de poing et la capacité soupçonnée par Suzu. Suzu a demandé si c'était celui-là, se référant à sa clairvoyance. Yuji a dit que c'était sa capacité à terminer sa routine en 30 secondes chrono. Agacé, Suzu serra le poing et frappa le lourd sac à côté d'elle. Yuji la rassura, confirmant qu'elle avait raison quant à sa clairvoyance. Suzu a admis que quelque chose n'allait pas pendant leur combat. Tout s'est déroulé comme Yuji l'avait prédit. Il a précisé qu'il ne s'agissait pas exactement de prévoyance, mais d'une compétence qui ne s'active que dans des situations mettant la vie en danger. Puis il a laissé tomber une prédiction choquante. Mu était sur le point de subir une grave blessure effrayant la pauvre souris. Yuji a ensuite dit à tout le monde qu'aucun d'entre eux ne voudrait que son passé embarrassant soit exposé publiquement. Il a pointé du doigt le dynamomètre et a révélé qu'il avait été secrètement équipé d'une caméra sténopée cachée pour enregistrer des vidéos de tests mentaux mises en place par une petite souris anonyme. Pendant que Yuji parlait, Mu essaya de s'enfuir, ce qui énerva tout le monde. Plus tard, une affiche de Yuji récompensée pour avoir résolu avec succès une affaire mystérieuse en utilisant sa clairvoyance a été affichée. Sur son téléphone, Hana regarda l'affiche et comprit enfin comment Yuji s'était préparé pour la confrontation à l'hôtel. Soudain, un rugissement retentit derrière les buissons. Puis, un énorme ours apparut, ses yeux injectés de sang et ses crocs saillants pointés vers le dos d'Hana. Sans hésitation, Hana dégageait une immense aura et ordonna à l'ours de se perdre. Malgré sa stature énorme, la bête s'éloigna docilement comme un chiot grondé. Hana lui jeta un regard furieux alors qu'elle disparaissait au loin. Pendant ce temps, Yuji se prélassait dans le bureau des démons. Kao jouait distraitement avec une aura tourbillonnant autour de son doigt, bâillant d'ennui. Soudain, le téléphone sonna. Un autre membre, Yuki, le ramassa, puis se tourna vers le groupe en annonçant leur nouvelle mission. Yuki a raconté les nombreux décès, apparemment causés par un esprit renard rusé. Une image effrayante de l'esprit du renard s'est formée dans leur esprit. Sans l'intervention de supérieurs, ils ont dû attirer eux-mêmes les esprits du renard. Dans la voiture, Yuji était assis en silence, perdu dans de profondes réflexions. Yuki le remarqua et lui demanda pourquoi il était si silencieux tout d'un coup. Yuji, après avoir reconstitué les choses, s'est rendu compte que le simulateur de survie ne concernait pas seulement les tentatives de Hana de l'assassiner. Pendant ce temps, Hana était assise dans une grotte, tenant un cristal rouge dans ses mains. De retour à Yuji, une fenêtre de simulation apparut devant lui. Il a cliqué dessus, lançant la simulation pour cerner la situation. Il a acquis un autre talent, celui d'apprenti épéiste, ce qui a amélioré son efficacité dans la maîtrise des techniques d'épée. Selon la simulation, ils sont arrivés sur le site de la mission et ont immédiatement commencé leur enquête. Avant de pouvoir réagir, ils furent entourés d'une brume rose et tombèrent inconscients. La simulation s'est soldée par un échec. Yuji resta silencieux, analysant la situation. La première chose qu'il considéra fut la brume rose, qui semblait avoir des capacités de contrôle mental. Un autre détail alarmant était le comportement des villageois. Ils semblaient cacher un secret et craignaient que quelque chose ne se cache parmi eux. Enfin, ils avaient repéré une montagne suspecte, mais avaient choisi de ne pas enquêter dessus, ce que Yuji trouvait étrange. La panique l'envahit alors qu'il se souvenait de la disparition de Yuki et de la soudaine brume rose qui avait conduit à leur mort. Soudain, Yuki le sortit de sa transe, disant qu'il l'appelait depuis toujours et qu'il était sur le point de le gifler. Même Yuji tressaillit, ce à quoi Yuki répondit qu'il ne l'avait même pas encore touché. Yuji, toujours secoué, révéla ce qu'il avait vu dans la simulation. Un mort et 2 disparitions. Yuki faillit cracher son verre sous le choc. Ils lui ont demandé ce qu'il avait vu exactement. Yuji a expliqué que la mission se terminerait avec la disparition de Yuki sans que personne n'aperçoive ses ennemis. Kao a commenté qu'ils avaient de la chance que toute l'équipe n'ait pas été anéantie. Yuji a également rapporté avoir vu la brume rose tourbillonnante dans la simulation. L'expression de Yuki devint sérieuse, expliquant que la brume rose est couramment utilisée par les esprits renards. Leur véhicule a continué sa route vers leur site de mission. Comme le simulateur n'avait pas encore complètement refroidi, Yuji fit une autre tentative. Cette fois, il a acquis une capacité de résilience mentale lui permettant de résister aux illusions et au contrôle mental. La simulation a révélé que la vitalité du villageois était en train de s'épuiser. En suivant 2 villageois sournois, l'équipe de Yuji se dirigea vers un château où ils furent découverts et combattus. Mais une opération meurtrière a anéanti tout le village, aboutissant à un échec total.
Yuji avait maintenant une image plus claire. Leurs ennemis n'étaient pas extrêmement forts, mais ils avaient de dangereux atouts. Pendant ce temps, au château apparu dans la simulation de Yuji, une femme nommée Lisa était allongée sur son trône, les jambes croisées élégamment. Un subordonné lui a rendu hommage. Lisa a demandé quel était le problème. Le subordonné a rapporté que des renforts de plusieurs départements spéciaux se dirigeaient vers le village. Lisa a rejeté le rapport, pensant qu'il ne s'agissait que d'un groupe de personnes sans pouvoirs spéciaux. Sur ce, la séduisante démone se pencha en arrière, intriguée par ce que Yuji et son groupe pourraient se faire ensuite. Ils arrivèrent dans l'après-midi dans un village avec d'imposantes montagnes derrière lui. Yuji vérifia son téléphone et discuta de leur plan. Il leur a ensuite dit qu'il avait besoin d'eux pour disposer de petites formations d'interférence à certains endroits qu'il indiquait sur la carte. Kao, impressionné, a fait l'éloge de la configuration et a accepté avec confiance. Yuji a demandé si Kaohan s'en chargeait, ce à quoi il a accepté avec confiance. Yuji et Yuki remontèrent dans la voiture, tandis que certains villageois les regardaient avec méfiance alors qu'ils partaient. Au poste de police, 2 policiers ont demandé s'ils étaient envoyés par le bureau des démons. Yuji et Yuki ont montré leur lettre de créance et ont demandé à voir le corps. Yuki fut escorté à la morgue, tandis que Yuji s'enquit du château sur la montagne. Il fut choqué d'apprendre que ce n'était pas seulement un château. Les villageois étaient devenus des adeptes dévoués et ont même construit une église après l'événement d'enregistrement hebdomadaire. Pendant que Yuji prenait des notes, 2 hommes frêles les espionnaient et faisaient rapport par téléphone. Lisa leur a ordonné de surveiller et de signaler tout ce qui était inhabituel. Ils s'inclinèrent profondément, jurant d'obéir. Pendant ce temps, Hana a visité le château de Lisa il y a 2 jours, surprenant la démone. Lisa trouva frénétiquement des excuses, affirmant qu'elle ne faisait qu'écarter. Hana tapota du doigt le trône, faisant la moue devant les divagations de Lisa. Elle ne savait même pas de quoi Lisa parlait. Soudain, elle a fui devant Lisa qui était toujours agenouillée. Elle ne se souciait pas de leur projet, mais prévenait que si quelqu'un, en particulier Yuji, mourait, il le ferait aussi. Lisa s'inclina profondément, jurant d'obéir. Hana a ensuite disparu dans une brume rose. Une silhouette émergea de l'ombre. C'était Duncan, reconnaissant le pouvoir et la perspicacité d'Hana. Lisa lui ordonna alors de briser la barrière et de modifier sa formation. Il a accepté, mais lui a demandé s'ils étaient vraiment en train de tout abandonner. Lisa, maintenant calme, a déclaré qu'ils n'avaient pas le choix car ils avaient été remarqués par Hana et le bureau. Elle s'est concentrée sur l'achèvement de la cérémonie sacrificielle pour devenir comte. Duncan s'inclina, promettant sa loyauté. Il a ensuite signalé que leurs œufs enchantés étaient presque épuisés, ce qui a énervé Lisa. Elle se plaignait de la diminution de leurs ressources et les exhortait à économiser sur leurs dépenses. Pendant ce temps, Yuji et Yuki examinèrent le cadavre qui semblait bien plus vieux que son âge réel. C'était comme s'il avait été vidé de sa vie par un monstre. Yuki remarqua que des traces de vitalité persistaient. Yuji baissa son masque, déclarant que briser la formation était leur priorité absolue. Soudain, Yuki sentit que quelque chose commençait. Dehors, Duncan tenait une épée rouge sang, libérant une puissante aura rose. Ses crocs dépassaient alors qu'il libérait plus d'énergie. Avec un rugissement, il se transforma en un énorme démon rouge, déployant fièrement ses ailes. En planant, il leva son épée, révélant une formation magique inquiétante. Yuki regarda à travers une lunette, décidant qu'il n'aurait pas besoin de la formation de Kao. Soudain, une immense vague d'énergie maléfique se fit sentir. Cela venait de la formation. Duncan, avec son sourire diabolique, leva son épée. Il était sur le point de décocher une puissante entaille, mais une main stoppa brusquement l'attaque sur la bonne voie. C'était Yuki qui tenait l'épée sans effort du bout des doigts. Duncan voulait se pendre car il ne comprenait pas ce qui se passait. Yuki sourit, affichant ses flammes bleues, demandant si Duncan osait utiliser une formation de feu contre un élémentaire de feu. Duncan était furieux car il se sentait humilié par ce qu'il considérait comme des fourmis insignifiantes. Yuji, observant, remarqua la fureur du démon. Duncan se jeta en rugissant. Yuki, les mains dans les poches, sourit devant l'insistance du démon. Il esquiva avec élégance. Mais Duncan ne le visait pas, il visait Yuji. Yuki s'en rendit compte trop tard et cria à Yuji de bouger. Une explosion éclata et le cri désespéré de Yuki résonna. Yuji fut directement touché par l'attaque du démon rouge. Souriant, il a promis sa vie pour la gloire de Lisa. Une explosion massive s'ensuit, secouant la zone proche du château. C'était si puissant qu'il atteignit Lisa alors qu'elle se détendait sur son balcon. Ce fut comme si son cerveau fonctionnait mal pendant quelques secondes, puis elle lui demanda pourquoi Duncan risquait sa vie.
Elle se débarrassa ensuite de ses pensées et s'envola pour vérifier. Une soudaine flamme bleue jaillit dans les airs, mais elle parvint à esquiver. Yuki a l'air calme en surface, mais était en fait fou de la mort de Yuji. En planant, Lisa affirma qu'elle ne voulait pas participer à leurs affaires, mais Yuki l'ignora, libérant davantage de ses flammes bleues ardentes. Il vola directement vers Lisa, à laquelle elle évita de justesse. Yuki ouvrit alors les bras, dégageant de puissantes flammes bleues de destruction. En réponse, Lisa a libéré sa brume rose. Yuki se prépara, la menaçant, mais Lisa l'écarta et chargea quand même. Alors qu'elle tendait son épée vers le gros Yuki, quelque chose attira son attention. Une brique volant vers eux. Cela frappa Yuki au visage, le choquant ainsi que la démone. Yuji se leva, son corps fumant à cause de l'attaque qu'il avait reçue. Il s'est ensuite effondré tandis que Yuki l'attrapait. Lisa se sentait soulagée de voir Yuji vivant puisque Hana l'aurait tué autrement. Elle s'est alors retournée pour fuir. Yuji, endurant ses blessures, a demandé une faveur à Yuki. Pensant avoir gagné, Lisa a activé le rituel sacrificiel. Une vague d'énergie jaillit de son corps, mais son énergie s'écoula au lieu de gagner en puissance. Abasourdi, Yuji la remercia pour le coup de pouce gratuit. Elle a demandé une explication et Kao a révélé avec suffisance qu'il avait modifié la formation, la forçant à transférer de l'énergie à Yuji au lieu de la prendre. Une barrière fut alors invoquée, la piégeant. Cria-t-elle, luttant seulement pour se faire écraser avec une autre brique. Il portait Lisa inconsciente, tandis que Yuki et Kao allaient chercher une retenue. Resté seul avec la succube, Yuji craignait la colère d'Hana si elle le découvrait. Dans la voiture, Lisa s'est réveillée et a vu Yuji sur son téléphone. Elle essaya de se faufiler, mais les sens aiguisés de Yuji ne la laissèrent pas partir. Abandonnant, elle s'assit tranquillement. Il était toujours au téléphone, ne semblant pas s'en soucier. Puis, d'une voix douce et séduisante, elle a demandé si elle pouvait sortir. Yuji ouvrit la porte, lui disant de partir. Choquée, elle sortit, puis se tourna vers Yuji avec ses yeux roses brillants. Elle lui a ordonné de venir. Yuji obéit, ravissant Lisa alors qu'elle lui ordonnait de retirer ses chaînes. Elle arborait une expression mignonne alors qu'elle attendait son obéissance, mais Yuji tenait une brique. Elle l'a ensuite frappé à la tête, l'assommant. Il appelle ses camarades pour leur demander de se dépêcher. En un rien de temps, Lisa s'est réveillée avec le visage plaqué contre le sol. Yuji se moqua d'elle, lui posant des questions sur le goût de la saleté. Furieuse, elle attaqua, mais il esquiva sans effort. Lisa a à peine touché le talisman que Hana a donné à Yuji. Elle retomba ensuite au sol, ce qui lui valut une autre moquerie de la part de Yuji. Mais au lieu de colère, elle fixa son collier accroché à son cou. Elle savait qu'Hana avait vécu l'enfer pour cette dent, mais elle était entre les mains de Yuji. En rougissant, elle réalisa que Hana avait aussi une vie amoureuse, laissant Yuji confus. Yuji tenait le talisman que Hana lui avait donné, un croc de la sœur sorcière vampirique de Lisa, Rayla. Il était intrigué par le fait qu'un vampire et succube soient sœurs. Lisa a proposé de révéler le secret ultime de la famille Spender s'il l'aidait à éliminer Rayla. Au lieu de cela, Yuji a rangé le talisman, puis a frappé Lisa avec une brique à l'arrière de la tête. Il en a ensuite déduit que la blessure précédente d'Hana pourrait provenir de Lisa. Kao et Yuki revinrent avec l'équipement nécessaire, révélant des disques de formation gravés avec un tableau devant Yuji. Ils se dirigèrent ensuite vers le bureau des démons. Là, Foxy se plaignit d'avoir été laissée de côté, mais Yuji lui rappela qu'elle était occupée à jouer. Ils ont fait rapport à Suzu alors qu'il ramenait Lisa inconsciente. Suzu applaudit, les félicitant. Il a suggéré des séances de sensibilisation à la fraude malgré la capture du coupable, puis Suzu lui a conseillé de signaler rapidement toutes les découvertes la prochaine fois. Lorsque Yuji a posé des questions sur la famille dépensière, Suzu a révélé qu'il pouvait transformer les humains en êtres surnaturels. Elle a ajouté qu'ils peuvent se transformer en version Eldritch de n'importe quelle race. Voyant le secret de la famille dépensière se dévoiler, Suzu en déduisit qu'une tempête se préparait. Pendant ce temps, dans une grotte isolée, des esprits de souris effectuaient apparemment des transactions avec les Cookings, mais ils avaient refusé leur demande d'information et avaient jeté un sac d'argent. Ils leur ont dit de ne plus se revoir, mettant ainsi fin à leur accord. Les Cookings furent stupéfaits, puis ordonnèrent à Petit Douce de terminer les choses. Les esprits de la souris envisageaient avec hésitation de conserver la moitié des cristaux d'énergie. Lorsqu'on lui a demandé si les Cookings les laisseraient tranquilles après cela, l'un d'eux a commencé à les insulter. Mais l'insulte adressée aux Cookings fut interrompue par un cri. En un rien de temps, un Cooking les avait déjà massacrés. Petit 12 ne s'est pas excusé, affirmant que les trompeurs méritaient leur mort.
Au bureau, Yuji reçut un appel téléphonique. Il l'a récupéré, puis a rapporté l'observation de 3 rats morts, ce qui a incité Suzu à se joindre à l'enquête. À l'entrée de la grotte, elle remarqua que cela ne ressemblait pas à un tunnel typique des rats. Elle a ensuite envoyé Yuji explorer l'entrée à la recherche d'indices. En trouvant des traces, il réalisa que ce n'était pas un cas ordinaire. Ailleurs, une silhouette obscure parmi les Cookings a demandé si les hommes rats avaient été éliminés. On peut voir un Cooking les larmes aux yeux alors qu'il exigeait la mort de ces êtres trompeurs. La silhouette sombre tenait alors l'un d'eux dans la tête. Les Cookings ont eu peur et ont demandé aux personnages de ne pas les frapper. La silhouette sombre leur a ensuite ordonné d'éliminer les rats en lançant des pilules rouges et en leur disant de devenir forts. Alors que les Cookings hésitaient, il les exhorta à prendre les pilules, révélant que le bureau des démons avait découvert leur passage et qu'ils avaient été jugés inutiles. Avec une expression maléfique, il leur a dit de faire partie du grand cadeau comme leur dernière valeur. Les yeux du cuisinier sont devenus cramoisis. Il semble souffrir en se transformant. Affalé sous un arbre, Yuji a effectué une simulation, acquérant le talent de maître du Feng Shui pour l'aider à détecter le flux d'énergie. La vision montrait des Cookings devenant des démons aux yeux cramoisis, les massacrant avec un homme masqué noir présent au dernier moment de Yuji. Au réveil, il raconta à Foxy ce qu'il avait vu. Le renard a paniqué, demandant l'apparition de la silhouette sombre. Au fond d'elle, elle craignait la colère d'Anna si Yuji mourait un jour. Elle a demandé si l'homme était vraiment terrifiant, ce à quoi il a confirmé et révélé qu'il pouvait contrôler les Cookings. Elle a ensuite mentionné l'état critique de Anna, ce qui a amené Yuji à soupçonner que ses blessures provenaient plutôt de l'homme masqué. Foxy a confirmé que le vampire était fort, mais Anna était plus forte. Le talisman autour de son cou était un trophée de cette bataille. Cependant, la silhouette masquée était à la hauteur de la force d'Anna, avec à la fois des blessures et un affrontement. Soudain, une voix familière fit sursauter Foxy. C'était Hana, émergeant des buissons, gentiment embarrassée alors qu'elle saluait Yuji. Il ôta une feuille de son front, puis la salua en retour. Troublée par le geste de Yuji, Hana précisa qu'elle n'était pas là pour lui, mais pour quelque chose d'important. Foxy, ébloui par leur interaction, enfila ses lunettes de soleil. Hana a révélé que l'homme en noir cherchait un hôtel dans des ruines antiques. Elle leur a dit qu'elle rassemblerait des informations, ce qui lui a valu une tape dans la tête de Yuji, qui a ensuite loué sa croissance. Yuji se prépara à partir pour Suzu et dit à Hana de ne pas disparaître et de les retrouver plus tard. Hana rougit, le traitant de plus charmant que jamais. Il entra, admirant l'intérieur de la grotte. Suzu et les autres le remarquèrent, puis Foxy rapporta à Suzu que Hana arriverait bientôt. Soudain, un homme blond aux cheveux longs apparut. Suzu dégaina son épée. L'homme s'est précipité vers elle, affirmant qu'il n'était pas un ennemi. Il a expliqué que leurs objectifs s'alignaient les uns sur les autres et qu'il était juste là pour rencontrer bientôt ses camarades. De manière flashy, il se déplaça derrière elle en un instant, l'avertissant que le véritable ennemi était derrière eux. Un sinistre monstre humanoïde émergea de derrière. L'escouade se préparait pour la bataille imminente. Le monstre humanoïde se prépara à attaquer, mais Suzu le poignarda immédiatement. Cependant, son épée parvint à peine à l'égratigner. Voyant qu'il est immunisé contre les attaques physiques, elle a décidé d'utiliser sa magie de foudre. Des nuages sombres et des éclairs électriques se sont accumulés au-dessus de la tête du monstre. Suzu lança sa magie du tonnerre céleste, invoquant un énorme éclair de lumière qui frappa directement le monstre. Il tomba au sol, fumant et vaincu, alors que Yuji s'agenouillait à côté d'elle. La coque extérieure du monstre s'est fissurée, révélant un visage humain cicatrisé apparu en dessous. Yuji semblait alarmé, intervint Suzu, soulignant la nécessité absolue de donner la priorité à la découverte des véritables intentions de l'ennemi. Pendant ce temps, l'homme blond semblait avoir été surpris par l'apparition soudaine d'Anna. Il leva la main, tremblant de peur, en lui disant qu'il ne voulait pas de mal. Anna répondit par une tape sur l'épaule, ne montrant aucun intérêt pour leur projet. Elle lança ensuite un regard menaçant à l'homme, l'intimidant. L'homme trembla lorsqu'elle remarqua qu'il était inutile et lui prit les plumes. Hana poursuivit alors son chemin. Alors qu'elle atteignait sa destination, elle leva les pieds, piétinant le centre du sol. Le sol s'est brisé, révélant une partie de la formation. Hana se tenait au-dessus. Un rituel de sang était à la hauteur de ses attentes. Elle a ensuite sprinté, sachant que le danger menace Yuji. À l'intérieur, Suzu a dit à son équipe qu'elle venait d'entendre le bruit des battements d'ailes. Une plume tomba et dansa dans les airs. Il s'agissait d'un homme mystérieux aux ailes et aux cheveux rouges, au corps et au visage entièrement recouvert de bandages. Yuji sortit son poignard, sceptique quant à l'identité de l'homme. L'homme ne répondit pas et leva à la place son doigt, formant une lumière sur le bout de ses doigts.
Les murs derrière Yuji se brisèrent soudainement, le surprenant. Yuji a immédiatement appelé tout le monde à se rassembler autour de lui. Il a ensuite activé sa compétence Feng Shui, invoquant des murs de protection autour de toute l'équipe. Des sorts se déchaînèrent et des explosions d'énergie se produisirent sur le mur. Kao tenait ses charmes, puis les lança sur l'homme et les bandait. Avec son poignard, Yuji se précipita et déclara que c'était l'heure du spectacle. Il a activé sa compétence de poignardage dans le dos, réussissant à percer la poitrine de l'homme. Suzu exécuta ses signes de la main, l'électricité jaillissant autour d'elle. Des éclairs ont alors commencé à encercler l'homme et les bander et l'ont frappé, l'envoyant à genoux sur le sol, ses ailes détruites. Foxy a déclaré qu'il n'avait aucune chance de survivre à cette attaque, mais l'homme a ensuite commencé à dégager une énergie jaune autour de lui. Voyant cela, Suzu apprit qu'il appartenait au clan Phoenix. Il a été englouti par sa propre flamme lorsque Suzu a révélé qu'il était actuellement dans un état de nirvana. Alors que les flammes se calmaient, l'image d'un homme nu a été crachée avec ses bandages d'avant disparus. Kao se souvient que la renaissance de l'homme devrait le sortir de son état de folie, mais Suzu lui a conseillé de rester sur ses gardes. Avec un sourire particulier sur le visage, il leur demanda si c'était eux qui l'avaient amené dans un état de nirvana. Kao a répondu avec une autre question, lui demandant s'il allait les remercier pour cela. L'homme a levé les mains et a invoqué des boules de feu, disant qu'il était reconnaissant, mais qu'il n'avait rien de gentil à leur donner, puisqu'elles appartenaient au bureau des affaires surnaturelles. Évitant sa destruction ardente, Yuji a posé des questions sur le lien entre l'homme et le gars de Black Crow. L'homme de Phoenix a répondu que c'était juste pour les affaires, exprimant son aversion à leur égard. Yuji regarda Foxy, lui disant qu'il était temps de jouer son atout. Foxy se tenait avec confiance sur ses épaules, disant à Yuji qu'elle affronterait le gars de Phoenix selon sa demande. Foxy ferma les yeux et était apparemment sur le point de déclencher une attaque spéciale. Puis, à plein poumon, elle a crié le nom d'Anna et demandé de l'aide, surprenant toute l'équipe. L'homme Phoenix fut également surpris alors qu'il planait dans les airs, remarquant leur renfort tardif. Il leur a dit qu'il incinérerait leur renfort sans savoir qu'elle se tenait derrière lui de manière menaçante. Yuji soupira, ayant pitié de l'homme Phoenix pour ce qui allait se passer. Cependant, l'homme Phoenix semblait toujours ignorer ce qui se passait. Foxy parlait derrière lui, le traitant de coq rouge audacieux. Surpris, il attaqua par réflexe, mais Hana était trop rapide pour lui. D'en haut, Hana était accroupie au plafond et se précipita sur l'homme. Son coup de poing le frappa directement dans le dos, l'envoyant face contre terre. Hana se plaça derrière l'homme Phoenix, qui souffrait, et demanda qui était-elle. Yuji frappa sa brique signature contre la tête de l'homme, lui disant de baisser la voix. Yuji assura que l'homme ne bougerait plus, tandis que Hana lui arrachait les plumes. Tenant joyeusement un morceau de ses ailes, Hana a demandé à Yuji quelle partie lui plaisait le plus. Il se tenait le menton et leur suggéra de tous les descendre et de choisir à leur propre rythme. Hana hocha joyeusement la tête d'accord avec Yuji. Le méchant semblait être la victime alors que les deux lui arrachaient impitoyablement les plumes. Les autres regardaient Yuji et Hana avec incrédulité. Elle lança ensuite un regard perçant, amenant Foxy à confirmer qu'elle était bien Hana. Impuissante, Foxy a dû rebrousser chemin alors que Hana l'appelait une troisième roue. Alors qu'il partait, Hana a demandé à Yuji la dent sur son cou. Yuji obéit immédiatement et le lui donna. Elle a ensuite sorti un scalpel et a gravé quelque chose dessus. Avec son couteau, Yuji fit de même avec le rubis qu'il tenait. Hana avait terminé, révélant le magnifique design du collier. Il l'attrapa, puis il tendit également l'accessoire en rubis qu'il avait fabriqué, surprenant Hana. Il a révélé qu'il voulait le lui donner depuis des lustres. Hana rougit en remerciant Yuji. Elle leva alors les mains, tentant de lui mettre le collier autour du cou. Yuji se pencha en arrière, taquinant Hana parce qu'elle était petite, mais elle ne fut pas très patiente et lui lança un coup de poing destructeur dans le ventre, l'envoyant trembler et s'agenouiller au sol. Hana lui a alors demandé ce qui se passait dans sa situation, ce à quoi Yuji a confirmé qu'il le faisait. Elle lui a demandé s'il avait quelque chose à dire, ce à quoi il a répondu en lui tapotant la tête en lui demandant si elle était la Hana qu'il connaissait. Hana a déclaré bien sûr que c'était elle. Yuji sourit en lui disant qu'elle devait déjà connaître ses capacités et lui demanda quand pourrait-il découvrir qu'elle était un zombie. Hana réalisa qu'il le savait depuis le début. Ils continuèrent leur chemin vers l'hôtel. En arrivant sur place, ils furent accueillis par des silhouettes effectuant un rituel de sang. Yuji sortit son arme, Hana ses griffes. Une bataille était sur le point d'avoir lieu.